Bonjour à toutes et à tous. Alors, la semaine dernière, nous avions passé en revue les pièges, on va dire, méthodologiques, interprétatifs, que tend à celui qui s'y intéresse la documentation papyrologique scolaire. Il nous faut aujourd'hui passer aux travaux pratiques. Alors, pour illustrer la documentation pédagogique issue d'un monastère, j'ai décidé de m'en tenir à un seul cas, celui du monastère d'Épiphane. Alors j'aurais pu me contenter de l'illustrer avec le livre d'école du monastère de Bawit ou d'Appa Jérémie, auquel j'ai rapidement fait allusion dans un cours précédent, et qui est actuellement le témoignage le plus indubitable de l'enseignement qui a pu être dispensé dans un monastère de type cénobitique. Mais il est en copte. Et j'ai préféré en réserver l'analyse pour l'examen de l'enseignement copte que je vous proposerai l'an prochain. Évidemment, la distinction entre enseignement monastique et enseignement copte est pour une part artificielle, puisque les moines étaient, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, très majoritairement coptophones. Mais pour la clarté, on va dire, de mon propos, j'ai préféré traiter les deux séparément. Alors, je me concentrerai donc, pour finir cette année, sur un seul dossier dont la richesse et la complexité méritent qu'on s'y intéresse et qui me semble non seulement bien illustrer les difficultés heuristiques et méthodologiques dont j'ai parlé la semaine dernière, mais surtout être un excellent échantillon de la très abondante documentation qu'ont livrée les multiples communautés monastiques de la rive ouest de Thèbes. Alors, le site du monastère d'Appa Épiphane est connu grâce aux fouilles menées par une mission du Metropolitan Museum of Art de New York, dirigée par Herbert Winlock en 1912 et 1914. Fouilles qui furent magistralement publiées très peu de temps après, c'est rare dans le domaine de l'archéologie, en 1926, dans 2 volumes. Et on peut dire que par une prise en compte méticuleuse des données archéologiques, en tout cas selon les standards de l'époque, par le soin apporté à l'édition des textes exhumés en grand nombre, et par la synthèse qui en est proposée, eh bien, cette publication a été pendant longtemps considérée comme un modèle dans le domaine de l'archéologie monastique et une mine de renseignements pour l'ensemble du territoire de la rive ouest de Thèbes et de son occupation monastique, et je dirais même pour le monachisme en général. Alors, ce monastère d'Épiphane, techniquement, a une lore. Alors, vous voyez où il se situe, hein, voilà. Donc ici, c'est le monastère du Grand Foïbamon qui est sur le temple, qui était sur le temple de Der el-Bahari. Donc vous voyez le Nil étant ici. Hein. Ce monastère est constitué d'un noyau principal, ici même, qui s'est développé autour d'une tombe ancienne, hein, la TT 103, un TT pour tombe thébaine, celle de Daga, qui était un vizir de la 11e dynastie qui s'étend de à peu près 2130 à 1990 avant Jésus-Christ. Donc un noyau central auquel se rattache tout un réseau environnant d'ermitages semi-anachorétiques. Alors, voici le plan de ce monastère, et vous voyez en bleu sous-jacent le plan de la tombe de la 11e dynastie. Et j'en profite pour vous montrer quelques vues anciennes, hein, photos qui ont été prises lors de la fouille de Winlock. Voici la tour, ou ce qui reste de la tour du monastère, et voici d'autres structures. Alors, si l'on en croit les travaux de Renate Decker, eh bien, ce monastère a connu une première phase d'occupation dans la première moitié du 7e siècle,
juste après sa fondation par Épiphane, qui était une espèce de holy man, de saint homme, vénéré pour sa sainteté et aussi pour son don de prophétie. Il est appelé dans les lettres qu'on a exhumées aussi dans les fouilles de ce monastère, les lettres qu'on lui adresse. Il est appelé, entre autres désignations plus conventionnelles, prophète, et on lui octroie aussi les épithètes de pneumatikos ou de pneumatophoros, donc inspiré ou porteur de l'esprit saint. On apprend même par la version arabe de la vie de Pisanthios de Coptos, qui est un évêque, j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de vous en parler, qui est un évêque qui est rentré dans le sanctoral égyptien, que Pisanthios lui-même se rendait souvent visite à son ami Épiphane, et nous dit le texte, un saint homme servant Dieu sans relâche et de tout son cœur, et dont la renommée s'est répandue partout à l'étranger. Puis le site a connu une seconde phase aux alentours de la première moitié du 8e siècle. Alors, comme j'avais eu l'occasion de le dire lors de mon cours sur les bibliothèques, le matériel écrit, trouvé en grande quantité dans ces fouilles, n'est pas aisé à recontextualiser précisément. Voici juste un choix de 4 planches de la publication. Vous voyez les différents types d'écrits qui ont été retrouvés, papyrus, ostraca, peau, mais on a aussi des inscriptions dont j'avais eu l'occasion de vous parler. Donc, texte difficilement recontextualisable. Cela tient à la fois aux méthodes de fouille assez élémentaires au regard des standards actuels, que Winlock lui-même d'ailleurs est le premier à regretter dans sa publication, et cela tient aussi aux grandes perturbations du site, dues à la fois aux réfections des bâtiments par les moines eux-mêmes, et aussi aux nombreuses fouilles du XIXe siècle, fouilles qui avaient pour but de retrouver des tombeaux non pillés d'époque pharaonique, comme par exemple la fouille, le tombeau de Toutankhamon. Ainsi, beaucoup de textes ont-ils été trouvés dans des déblais de réflexion ou dans les déblais des fouilles anciennes. Les textes trouvés en contexte révèlent plusieurs situations. Certains ont été mis au rebut par leurs utilisateurs, tandis qu'à l'inverse, on a trouvé dans ce qu'on appelle la cellule A, j'aurai l'occasion d'y revenir très vite, une natte avec des ostracas littéraires en contexte, montrant que la cellule a été brutalement abandonnée. Alors justement, intéressons-nous à cette cellule A, ainsi que sa voisine, la cellule B. Ainsi nommée par le fouilleur anglais, on pourrait d'ailleurs tout aussi bien les appeler Ermitage A ou Ermitage B. Bon, je continuerai à utiliser la nomenclature anglaise. Ces deux cellules, construites elles aussi en réutilisant des tombes de la XIe dynastie, se trouvent, vous voyez, dans la proximité immédiate du monastère proprement dit, un chemin partant de la cour ouest du monastère menant à la cellule A, située au nord-ouest, et la cellule B se trouve à son tour à une vingtaine de mètres au sud-ouest de la cellule A. Alors ces deux cellules ont livré de nombreux textes dans lesquels on a vu les restes d'un enseignement dispensé par ce monastère. Alors la synthèse archéologique signée par Herbert Winlock aboutit en effet à la conclusion que la cellule B a été occupée par un maître d'école, un school teacher. Plus généralement, Walter Crum, qui est l'auteur de la synthèse sur le matériel écrit, je rappelle que Crum est un des plus grands coptisants de cette époque, Crum, après avoir mentionné rapidement un enseignement dispensé auprès des jeunes, teaching of youth, il évoque des ostracas prouvant que des élèves se sont exercés à écrire. Learners practiced writing. Alors d'autres auteurs comme Raffaella Cribiore ont posé comme probable l'existence d'une école à Saint-Épiphane. La question a été récemment ou assez récemment reprise par Scott Backing et Anastasia Maravella, qui aboutissent néanmoins à des conclusions diverses.
Alors, il nous faut, je crois, reprendre le problème à Beauvau, en partant des pièces à conviction, autrement dit des textes, qui ont été retrouvés dans ces cellules. Alors, je m'excuse par avance de la dimension parfois technique de mon propos, mais cette enquête est une façon aussi de vous introduire au travail herméneutique du papyrologue, qui ne se contente pas de lire les textes, mais doit chercher à en comprendre le sens, c'est-à-dire le sens qu'il avait pour les gens qui l'écrivaient, ou qui écrivaient ces textes, la fonction qui explique qu'on ait éprouvé le besoin de les copier. Nous allons donc nous adonner à un exercice difficile, essayer au-delà des textes de rentrer un petit peu dans la tête de leur scripteur ou de leur lecteur, hein, en creusant la relation qu'ils entretiennent avec les écrits. Pourquoi les copiaient-ils? À quelle fin les lisaient-ils? Ce sont les questions qui constituent, je dirais, une des tâches essentielles de l'archéologue de l'écrit. Alors, la cellule B, ou son proche environnement, puisque le site a été perturbé, je l'ai dit, à époque ancienne ou au XIXe siècle, cette cellule B a livré 7 textes. Alors, je vous montre le plan d'abord de cette cellule, Ermitage, qui a livré 7 textes qui alimentent l'hypothèse d'une activité d'enseignement qui s'est tenue à cet endroit. Alors le premier, c'est ce petit bout de papyrus, le numéro 571 de la publication, qui est présenté dans l'édition comme ayant été trouvé dans une tombe non numérotée. Mais en fait, quand on lit bien la synthèse archéologique du premier volume, eh bien, en fait, il est classé dans les school pieces, les textes scolaires qui ont été trouvés autour de la cellule B. Alors, comme vous le voyez, il est constitué, alors ça c'est l'édition de Crum, et là j'ai mis, disons, ma propre édition. Vous voyez qu'il y a 2 colonnes, la première en grec, la seconde en copte, ce qui indique du premier coup d'œil que l'on a affaire à un glossaire gréco-copte. Alors, seule la ligne 3 est à peu près complètement déchiffrable. Elle glose le mot grec lépis, écaille, par une séquence copte qu'on lit chi-fé, pour sûrement chien-fé, entept, c'est-à-dire écaille de poisson. Les restitutions que propose Crum de la ligne précédente, il lit ici O bia, O violence, et ici il lit shkak, cri, ne sont pas vraiment satisfaisantes. Je ne vois pas trop bien le rapport qu'il y aurait entre les deux. Et par ailleurs, paléographiquement, il me semble absolument impossible de lire un kappa ici. Donc on oublie ces restitutions. Étant donné son état extrêmement fragmentaire, il est difficile de caractériser le registre sémantique de ce glossaire, s'il s'agit d'une liste thématique, ou bien de déterminer le texte de référence s'il s'agit d'un glossaire, d'une œuvre, par exemple d'un livre biblique, où on aurait pris les mots, notamment les mots difficiles, qu'on aurait glosés en copte. Alors, j'ai d'abord été tenté, je dois dire, de restituer ici le mot grec sunodontis, qui est le nom d'un poisson du Nil, connu par Athénée de Nocratis, et de voir donc dans tout ce secteur une liste de mon rapport avec les poissons, mais la longueur, disons, du mot sunodontis ne correspond pas avec la longueur attendue d'après la ligne précédente. Le mot serait trop long. Donc, je dois dire qu'il me semble très difficile en l'état de savoir exactement de quoi parlait ce glossaire. Alors, à défaut de pouvoir identifier le type de glossaire, on notera néanmoins la présence d'accents qui sont vigoureusement tracés, et on a là peut-être un indice d'une possible utilisation scolaire. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de l'importance des accents à l'école. Le fait que
celui de la ligne 3 soit fautif, indiquerait que le niveau de grec de la part de celui qui a copié ou compilé ce glossaire est assez modeste. Alors, passons à notre deuxième pièce à conviction, qui est le 618 de la publication, qui est un ostracone, vous voyez, de calcaire, qui est datable de la fin du 6e, début 7e, hein, c'est-à-dire le tout début de l'occupation de ce monastère. Cet ostracone est écrit en grec et il est consacré au jour de la semaine. Alors, vous le savez peut-être, à côté de la division du temps en décades, période de 10 jours, observée par les Égyptiens et par les Grecs, et en période de 8 jours, hein, ce que les latins appelaient le nundinum, hein, eh bien, une division en 7 jours de la semaine, ou septimana en latin, attestée depuis les Babyloniens, devient d'usage sans cesse plus courant après l'adoption du calendrier julien, jusqu'à être officialisé dans l'Empire romain par Constantin en 321, et Constantin qui en profite aussi pour instaurer le dimanche comme jour férié. Alors, les jours tiraient alors leur nom de l'ordinal correspondant à leur position par rapport au dimanche considéré comme le premier jour. C'est toujours d'ailleurs le premier jour, même si beaucoup pensent que c'est le lundi. Donc, ça veut dire que le deuxième jour était le lundi, le troisième jour était le mardi, etc. Et donc, c'était les appellations. Le lundi était appelé le deuxième jour, etc. Bon. À l'exception du samedi, qui était appelé sabbaton, c'est-à-dire jour du sabbat, selon la tradition juive, du vendredi, qui était appelé paraskeé, qui veut dire en grec la préparation, c'est-à-dire la préparation du sabbat, et évidemment le dimanche, qui était appelé le jour du Seigneur, kyriaké. Donc vous voyez, ordino, plus pour le vendredi, samedi, dimanche, ces 3 noms que je viens de citer. Mais cette nomenclature n'était pas la seule. On a aussi pris l'habitude, vers le 1er siècle, de donner au jour un nom planétaire en vertu du principe que chaque heure était sous l'influence d'une planète et que chaque jour était placé sous le signe de la planète qui gouvernait sa première heure. Ainsi, lundi était le jour de la Lune, mardi, le jour de Mars, ou d'Arès, mercredi, le jour de Mercure, ou Hermès, jeudi, le jour de Jupiter, Zeus, vendredi, le jour de Vénus, Aphrodite. Nomenclature d'ailleurs qui explique les noms des jours dans un certain nombre de langues européennes modernes, comme le français. Un lundi vient bien de Lune, mardi de Mars, mercredi de Mercure, etc. Alors ces noms ont beau être des noms de dieux païens, comme ils sont aussi les noms des planètes, eh bien, ils continuèrent à être en usage à la période chrétienne, aussi bien dans les documents de la vie de tous les jours, dans les lettres, les contrats, que dans, assez rarement je dois dire, que dans les inscriptions, notamment dans les épitaphes. Aussi, se devait-on de connaître les noms de jours selon ces 2 traditions et de savoir faire la correspondance entre les deux. Eh bien, c'est le but de l'exercice que propose cet ostracone. Les 7 premières lignes du recto, dans une capitale qui se voudrait calligraphique, donnent les noms usuels des jours de la semaine, à savoir, comme je vous l'ai dit, les ordinaux, pour les jours allant du lundi au jeudi. Hein. Donc, vous avez ici 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, en grec, et les noms issus de la tradition juive pour le vendredi, ici, pour le samedi, ici, et pour le dimanche, ici. Au verso, la même main
a listé les noms planétaires des jours de la semaine du lundi au vendredi, qui sont les seuls jours où la nomenclature planétaire pouvait concurrencer la nomenclature ordinale, dirais-je. Donc ici, vous avez la Lune, enfin de la Lune, en fait, il manque le sigma, d'Arès, d'Hermès, de Zeus, d'Aphrodite, là encore, il manque le sigma. Sous la liste du recto, après ce qu'on appelle techniquement une diplée obélisménée, c'est-à-dire en fait une ligne droite avec ce signe-là, qui était une façon tout à fait canonique dans la culture écrite grecque de séparer des parties d'un texte, eh bien, qu'a-t-on ? On a essayé de faire correspondre les noms des jours aux équivalents planétaires du lundi au vendredi. Vous voyez, lundi, jour de la Lune. Mardi, jour d'Arès. Mercredi, jour d'Hermès. Jeudi, jour de Zeus. Vendredi, alors là c'est le nom, disons, de la tradition juive. Et ensuite, vendredi, jour d'Aphrodite. Et vous voyez que le texte est écrit là, cette fois-ci, dans une écriture beaucoup plus cursive. Donc on a deux listes. On a deux listes, ici et là, que j'ai mis en bleu, et une concordance qui est ici en rouge. Alors selon Anastasia Maravella, les listes correspondraient à une phase de l'exercice et la concordance à une autre phase de l'exercice. Alors je la cite. Dans un premier temps, le copiste principal a produit des listes séparées sur chaque phase de l'ostracone. Cette main n'est pas tout à fait compétente, mais ces maniérismes, vous voyez qu'il y a effectivement des empattements, des choses comme ça, ces maniérismes indiquent qu'il s'agit d'une personne ayant des ambitions de scribe et un certain degré d'entraînement. Dans un deuxième temps, la même main, ou plus vraisemblablement une seconde main, maniant un calame beaucoup plus fin, a tracé une ligne de séparation sous la forme d'une longue paragraphos fourchue et a combiné chacun des jours du lundi au vendredi avec son équivalent planétaire. C'est ce que je viens de vous dire. La deuxième phase a pu se produire par la volonté ou l'instruction de l'auteur des listes indépendantes ou de manière indépendante à un moment ultérieur. Il est difficile de le déterminer. Il convient toutefois de noter que la version combinée reproduit le contenu et non la forme de la première version. La main qui a produit la liste combinée néglige, c'est ce que je vous ai dit, néglige l'aspect calligraphique du modèle, copiant ou réarrangeant le contenu dans une cursive ou dans une semi-cursive. Cela indiquerait que l'apprentissage ou la curiosité et non la pratique est le motif principal du second copiste, alors que le premier copiste s'intéresse manifestement aussi et surtout à la forme de l'écriture. Fin de citation. Alors, Anastasia Maravella, il est vrai, avec beaucoup de prudence, suggère qu'il y aurait deux mains, donc deux personnes. La première aurait copié les deux listes de noms de jours, et la seconde, en partant de ces deux listes comme modèle, aurait établi la correspondance entre les deux. Je dois dire que je ne partage pas cette conclusion. Si je suis d'accord avec le fait que la concordance a été écrite dans un second temps, eh bien je suis convaincu qu'elle est de la même main que les listes. Alors, pour cela, il nous faut procéder à une analyse paléographique. Les listes sont écrites dans une écriture calligraphique qui relève de... Alors maintenant, vous devez commencer à bien connaître ce type d'écriture, ce qu'on appelle la majuscule biblique. Je vous donne à nouveau comme échantillon un passage du Codex Sinaiticus. Donc, les listes sont dans cette écriture, alors que la concordance est, vous voyez, dans une écriture plus fine, tracée avec une encre moins noire, dans un style beaucoup plus cursif. Alors malheureusement, c'est assez effacé, mais vous voyez ici que les lettres sont ligaturées les unes aux autres. Et c'est vrai que cela donne a priori l'impression d'une autre main.
Mais, outre qu'on retrouve des lettres calligraphiques se mêlant aux lettres cursives, et inversement, la fin de la concordance, ici, en fait, est presque entièrement écrite dans un style calligraphique et s'avère identique à celle des listes, eh bien, on aurait l'impression que l'analyse qui a été proposée n'est pas tout à fait juste. En fait, c'est la même personne qui a écrit la totalité de l'ostracone. Seulement, en abordant la seconde phase de l'exercice, c'est-à-dire la concordance, eh bien, cette personne a relâché son attention et n'a donc pas observé le même style d'écriture que celui qu'il avait adopté pour les listes, s'adonnant un style beaucoup plus rapide qui est l'écriture, on va dire, presque de la vie de tous les jours, et qui lui était probablement plus naturelle, hein, l'écriture des documents, avant, à la fin, d'essayer de se reprendre. On notera par ailleurs que cette personne maîtrise très mal l'écriture calligraphique. Ainsi, des lettres cursives parsèment les mots. Vous voyez qu'ici, dans ce qui est censé être écrit dans une écriture procédant de la majuscule biblique, vous voyez que normalement les alphas dans la majuscule biblique sont pointus, et bien là vous avez un alpha qui est arrondi. De même, ici, vous vous rendez compte qu'il ne place pas les empattements de façon systématique. Les empattements étant ces petits traits qui sont au bout des astes des lettres. Vous voyez que là, il met un empattement au rho, là, il n'en met pas. De même qu'ici, il met un empattement au bout de la haste horizontale du epsilon, alors qu'ici, il ne le fait pas. Et pire, il lui arrive de mettre des empattements à des endroits différents dans une même lettre. Par exemple, ici, le eta a des empattements qui vont vers l'arrière, alors qu'ici, ils vont vers l'avant. Alors, de toutes ces constatations, on peut conclure que l'on n'a pas affaire à un exercice d'apprentissage de l'écriture calligraphique, pas plus qu'à un exercice d'entraînement calligraphique, puisque le style calligraphique n'est pas maintenu sur toute la durée de l'exercice. Il s'agissait bien pour le scripteur d'apprendre les deux types de nomenclature de jours et leur concordance, de même que la documentation scolaire a livré un certain nombre de listes de même nature, par exemple des listes de mois avec concordance ou non, avec différents calendriers. Quant au niveau du scripteur, eh bien, quand on regarde cette écriture, on voit bien qu'il a dépassé le niveau primaire de l'alphabétisation. Il a appris l'écriture normale et l'écriture calligraphique, même s'il la maîtrise très mal, mais il est très loin d'avoir atteint le niveau de copiste professionnel, si tant est que cela soit son objectif. Il peut tout simplement être un élève et avancé ayant appris l'écriture calligraphique, puisque vivant dans un milieu, le monastère, où la lecture des manuscrits bibliques et la copie de ces manuscrits sont des activités courantes. Son intérêt, tel qu'il transparaît dans le présent exercice, n'est pas formel. Il ne s'agit pas pour lui d'améliorer sa pratique de la majuscule biblique, mais d'acquérir des connaissances sur les diverses façons de nommer les jours de la semaine. Alors, si ce savoir est assez peu utile pour rédiger des documents de la vie de tous les jours, normalement, dans les contrats et même dans les lettres, on exprime très rarement les jours de la semaine. Ce savoir est néanmoins nécessaire pour, en tout cas, la connaissance des jours planétaires est néanmoins nécessaire dans certains domaines très spécifiques, l'astrologie, et on sait que les moines pouvaient être amenés à pratiquer l'astrologie. On a trouvé des papyrus astrologiques dans les monastères, mais surtout pour les épitaphes, dont on a retrouvé dans les monastères de nombreux exemples, voire des modèles. J'ai eu l'occasion de vous montrer des ostracas qui avaient été considérés comme des textes scolaires, qui en fait étaient des modèles d'épitaphes. Et dans les épitaphes, effectivement, il arrive beaucoup plus souvent qu'on mentionne le jour de la mort du défunt. Si cet exercice avait pour but d'apprendre les nomenclatures des jours, eh bien, il s'est doublé d'une seconde finalité pédagogique, celle d'apprendre à un copte les noms
des jours en grec. Il est en effet probable que cet exercice soit à replacer dans un enseignement bilingue. Il pullule de fautes phonétiques. Alors ici, j'ai mis les bonnes formes. Vous voyez par exemple traité à la place de trité, pempté à la place de pempté avec un pi, paraskéné à la place de paraskeé, etc., etc. Donc, nombreuses fautes phonétiques, dont certaines sont même typiques d'un Égyptien. Regardez ici, vous avez devant ce qui devrait être en grec deutéra, vous avez non seulement le delta qui est devenu un tau, et devant, on a mis un nu avec une surligne, ce qui est typique du copte. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai laissé la transcription, alors que c'est du grec, j'ai laissé la transcription en caractère copte, suivant en cela l'édition de Crum. On constate une faute qui, elle, n'est pas phonétique. C'est paraskéné, et qui doit s'expliquer par une confusion probable entre le nu et le upsilon. Nu qui pouvait avoir cette forme dans les textes de cette époque. On trouve aussi ce qu'on appelle une dithographie, c'est-à-dire un doublement d'une même séquence, plusieurs erreurs de cas, et une faute assez malaisée à caractériser. Ici, à la place de Dios, qui est le génitif de Zeus, eh bien, vous avez Zios. Zios, alors, est-ce qu'il s'agit d'une erreur analogique du nominatif Zeus, il a conjugué en fait le nom de Zeus selon le nominatif qui a un zeta, ou est-ce qu'il s'agit d'une faute phonétique, une confusion entre zeta et delta, faute assez rare mais que l'on retrouve dans les papyrus, c'est peut-être aussi les deux à la fois. Bref, notre scripteur connaissait assez mal le grec, il l'écrit sans se départir de réflexes intrinsèques à l'écriture copte. L'exercice, probablement, lui permettait d'accroître sa connaissance du lexique grec. En conclusion, l'enregistrement de cette pièce dans le catalogue des textes scolaires par Raffaella Cribiore n'est donc pas déraisonnable, même si on ne peut exclure que cette pièce ait été écrite par quelqu'un, par pure curiosité personnelle. Alors je passe à un autre texte, qui est un ostracone en calcaire, de la même époque. Alors je vous lis la traduction. Moi, Phoibamon, notre martyr, il y a des points d'interrogation, le porc impur, ceux aux dents rieuses, les mangeurs de les martyrs, ceux au regard de chien, les enfants voleurs, émous ou efféminés. Ça n'a pas grand sens. Crum y voyait, je le cite, apparemment une série de phrases déconnectées, dont certaines ont un sens obscur. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tandis que Azizka, dans son catalogue des textes scolaires coptes, l'intitule Proverbe, Sprichwörter, sans s'expliquer du tout sur ce titre. Le fait que le texte n'a pas de sens dans sa continuité, alors même que les séquences dont il semble être constitué sont écrites, vous voyez, en continu, alors même que vous voyez que voilà, le fait est plutôt que le texte donc, ne fait pas sens. C'est à peine si on peut déceler des références plus ou moins lointaines à des auteurs. Par exemple, alors l'association entre porc et impur est une association trop fréquente dans la littérature chrétienne pour qu'on puisse trouver la source exacte qu'avait la personne qui a écrit cet ostracone en tête, mais on pourrait avoir avec les lignes 4 et 5, ceux aux dents rieuses, un écho de l'Ecclésiastique ou du Séracide,
1930, où il est question de gélosodonton, un rire à pleines dents, hein, littéralement en grec, un rire de dents. De même qu'on pourrait avoir avec la ligne 10, où il est question de voleurs, d'enfants voleurs et mou efféminés, hein, donc lestes et malakos, eh bien une référence à Jean de Chrysostome qui emploie plusieurs fois la combinaison de ces deux adjectifs. Alors, comme vous le voyez, les dernières lignes enchaînent des séquences au sens négatif, avec donc des voleurs ou des gens efféminés. Il est question de ceux au regard de chien, hein, probablement correspondant au grec kunopès, qui depuis Homère est employé pour des femmes au comportement dévergondé. S'il est difficile de trouver une unité à ce texte, c'est peut-être qu'on a affaire à des séquences dont la cohérence ne peut s'expliquer que dans le cadre d'un enseignement. Alors, de quel genre d'enseignement s'agissait-il et à qui s'adressait-il? C'est difficile à dire, mais l'écriture assez cursive, qui, je dois dire, ne déparerait pas pour un texte grec, et les fautes en copte, qui sont assez nombreuses, pourraient dessiner le profil d'un scripteur plus à l'aise en grec qu'en copte. Donc on aurait une situation inverse de l'ostracone précédent et pourrait ainsi donner à penser qu'on a affaire à un exercice d'apprentissage du copte, mais je dois dire que ce n'est là qu'une hypothèse. Alors les 4 ostracas suivants eh bien, vont faire ressurgir un auteur absolument central dans l'enseignement grec, Homère, dont je n'ai pourtant pas eu l'occasion de prononcer le nom cette année. Et pour cause, puisque nous avons vu que l'enseignement en milieu monastique cherchait à remplacer les œuvres du patrimoine littéraire grec classique par les grands textes bibliques, et à moindre égard hagiographiques ou patristiques. Et pourtant, Homère n'est pas inconnu dans les monastères, comme je vais vous le montrer avec les 4 pièces qui suivent. Cet ostracone de calcaire, eh bien, que voit-on dessus? Il comprend dans sa partie supérieure, à droite, le début du premier vers de l'Iliade. Chante déesse la colère d'Achille, fils de Pélée, d'abord répété 3 fois dans une écriture, vous voyez, ferme, dans une écriture cursive assez ferme, autrement dit l'écriture de la vie de tous les jours, qui ligature les lettres, écriture du début, je dirais, du 7e siècle. Puis, dans la marge de gauche, on a le même vers écrit une 4e fois, avant d'être peut-être sommairement effacé, à moins que ce soit avec la main ou la manche qu'il ait effacé son texte. Et dans la partie inférieure, d'une main malhabile, nous avons un texte copte que l'édition jugeait illisible, mais dont on peut clairement lire les 2 premières lignes et voir qu'il s'agit du début d'une lettre, hein, Agi Nesrai, Entek Meneteyot, j'ai reçu la lettre, littéralement les lettres, de ta paternité. Début typique d'une lettre, hein, où on atteste la réception à son correspondant d'une lettre qu'il a envoyée. Alors comment interpréter ces 2 parties si différentes? Comment reconstituer le scénario qui a présidé à la rédaction de cet ostracone? Il faut pour cela soigneusement distinguer les mains, les écritures. Alors Scott Bucking a proposé en 2007 une analyse de ce texte. Selon lui, les 3 premiers essais de copie du vers de l'Iliade seraient d'une main, la 4e à gauche d'une autre main à laquelle on doit aussi le texte copte. Il n'est pourtant pas facile d'identifier un même scripteur derrière un texte en grec et en copte, étant donné que, même si on utilise le même alphabet, grec et copte utilisent le même alphabet,
eh bien, les écritures grecques et coptes se différencient nettement par des styles contrastés. Le copte sépare les lettres et a tendance à leur donner la même hauteur, ce qu'on appelle une écriture bilinéaire, tandis que le grec les ligature et les discrimine par des traits qui montent et qui descendent, ce qu'on appelle une écriture quadrilinéaire. Selon Scott Bucking, l'encre est cependant plus foncée dans le 4e essai de vers homérique, et la lettre en copte serait aussi foncée que cela et s'opposerait donc aux 3 premiers essais homériques qui seraient d'une écriture, d'une encre, disons, plus claire. Aussi pense-t-il que le second scripteur donc, avait pour objectif d'écrire une lettre en copte, mais qu'il a commencé par s'exercer en recopiant le vers d'Homère que quelqu'un d'autre avait déjà copié 3 fois, là encore à des fins d'exercice. Alors, cela permet à Bucking de conclure qu'on aurait affaire à des exercices d'entraînement de copistes professionnels, aussi bien en grec qu'en copte. Alors, je dois dire que ce raisonnement n'emporte pas l'adhésion. On se demande par exemple pourquoi quelqu'un qui voudrait s'exercer à écrire une lettre en copte commencerait par s'entraîner en copiant un texte non seulement en grec, mais en plus dans une écriture foncièrement différente. Comme le pense Anastasia Maravella, qui s'est intéressée aussi à cet ostracone en 2018, dans un article dont je vous ai déjà tout à l'heure donné la référence, je ne crois pas que ce soit la même personne qui ait écrit le 4e essai homérique et la lettre en copte. L'écriture du 4e essai me semble bien de la même main que les 3 autres, mais écrit plus rapidement, avec un peu plus de désinvolture. J'ajoute même qu'il y a un 5e essai que personne n'avait vu jusqu'ici, qui se niche sur un des angles de l'ostracone. Vous voyez ici un état, un nu et un iota, et puis les traces d'une lettre ici. On a évidemment le début du vers 1. Quant à celle du texte copte, eh bien, elle me semble bien être le fait d'une autre personne maîtrisant encore mal, très mal, l'écriture copte. On a donc un ostracone présentant 2 strates très différentes, dues à 2 personnes, l'une en grec, l'autre en copte. Alors, quelle était la fonction de ces 2 strates? La première ne peut être qu'un exercice d'un élève apprenant à écrire. La première ne peut être un exercice d'un élève apprenant à écrire, puisque, on l'a vu, l'écriture est beaucoup trop exercée. Serait-ce alors un modèle de maître? Mais dans ce cas, pourquoi les vers seraient-ils incomplets et répétés plusieurs fois? C'est qu'en fait, on a bien affaire à un exercice qui fait passer la forme de l'écriture avant le contenu du texte, raison pour laquelle le scripteur a interrompu chaque vers en fonction des accidents de l'ostracone, comme vous le voyez ici, recherchant moins la complétude textuelle qu'un moyen, en fait, de s'entraîner. Mais s'entraîner à quoi? Eh bien, s'entraîner à l'écriture documentaire grecque, celle des lettres, celle des actes juridiques. Une écriture qui, parce qu'elle ligature, je le répète, les lettres, implique une certaine habileté et donc nécessite une formation. Mais vous allez me dire, pourquoi avoir utilisé Homère pour s'entraîner à l'écriture d'un texte documentaire? Je reviendrai sur ce point plus tard. Quant à la seconde strate, eh bien, c'est aussi un exercice qui combine l'écriture documentaire, qui concerne l'écriture documentaire. Cependant, il ne s'agit pas là de s'exercer à la cursive grecque, mais d'apprendre non seulement la façon d'écrire en copte, mais aussi et surtout le formulaire épistolaire si utile dans la société, même au fin fond d'un monastère, dans la société de l'époque, et je reviendrai plus tard sur l'importance de la lettre dans l'enseignement copte. Voilà ce qu'on peut dire de cet ostracone. Alors, le
L'autre ostracon homérique, le second, le 612, cette fois-ci vous l'avez à l'écran, donne le vers 1 et le début du vers 2 du chant 1 de l'Iliade, qui se continue sur le verso, un chant déesse la colère d'Achille, le fils de Pélée, détestable colère qui, aux Achéens, valut des souffrances sans nombre. La fin du vers 2 est absente puisque le scripteur s'est interrompu, vous voyez, au milieu du mot. Il aurait dû écrire Akaios, il s'est arrêté à Akai. On a là un exercice du même type que celui que je viens de vous montrer. L'écriture est aussi documentaire, elle ressemble d'ailleurs à ce point à celle de 611 qu'on peut se demander si ce n'est pas la même personne qui est l'auteur des deux exercices homériques, la différence entre les deux étant avant tout due au trait plus épais de l'un par rapport à l'autre, et donc du fait que le calame n'était pas taillé de la même façon. Si on a affaire à deux scripteurs, cela signifierait que le même exercice a été pratiqué par plusieurs personnes, ce qui serait plus significatif encore pour le problème qui nous occupe cette année. Alors, troisième ostracon homérique, provenant d'Épiphane, il donne un vers formulaire d'Homère, que vous avez ici, et s'adressant à lui ou à elle, il dit ces mots « élés », qui se retrouve 17 fois dans l'Iliade et 22 fois dans l'Odyssée. Et le suivant, c'est aussi un vers formulaire un peu moins fréquent, entaloi men pantes, l'or, tous les autres, etc., répété 2 fois dans l'Iliade et qui se retrouve 7 fois dans l'Odyssée. Alors avec ces deux ostracas, ce n'est pas donc le célèbre début de l'Iliade, ce n'est pas le célèbre début de l'Iliade qui a servi de prétexte à l'exercice, mais un vers bien connu pour être répété souvent par le poète. A-t-on affaire au même scripteur que les deux premiers que je vous ai montrés? Eh bien, on ne peut le dire, puisque l'édition ne comporte pas de photos et que les deux objets ne sont plus localisables aujourd'hui. Mais les éditeurs prennent la peine de préciser qu'ils sont tous deux écrits d'une main cursive, cursive hand. On a donc affaire à un exercice, sinon de la même main que le 612 et 611 et 612, mais du moins de la même nature. Alors cet ensemble de 4 pièces montre qu'une ou plusieurs personnes se sont exercées à l'écriture cursive dans la cellule B. Elles ou elles avaient déjà atteint un certain niveau, puisque l'écriture est fluide, qu'elles connaissaient suffisamment la poésie homérique pour être capables, par exemple, de positionner le tréma, la diérèse, sur des iotas non muets. Il peut paraître paradoxal que l'on ait utilisé de la poésie pour s'exercer à l'écriture des documents, alors même que livres et documents recourent chacun à des écritures non seulement différentes, mais s'opposant l'une à l'autre, s'opposant stylistiquement l'une à l'autre. Mais ce paradoxe, c'est probablement à mettre sur le compte de la célébrité d'Homère. Tout élève, toute personne ayant reçu une formation connaissait par cœur au moins le début de l'Iliade. C'est donc le premier vers du premier chant de cette épopée, de loin le plus attesté dans les papyrus, ou des vers répétitifs qui ont servi de prétexte à cet exercice d'écriture documentaire. À défaut d'être un témoignage de l'apprentissage des grammatas, de l'alphabet ou de l'Iliade, ces ostracas témoignent d'un entraînement à l'écriture documentaire en ayant recours à un matériau pédagogique propre aux écoles séculières, preuve que, malgré les recommandations de Basile, malgré les préconisations de Jérôme et d'autres, eh bien, la prégnance du divin poète, comme on l'appelait alors, malgré les références au paganisme qu'il véhicule, continue à rivaliser avec le prestige de la Bible. Cet exercice que l'emploi d'une écriture documentaire pour la copie d'un texte littéraire rend étonnant connaît au moins un autre parallèle
un ostracone qui se trouve actuellement à Columbia et qui provient lui aussi d'un monastère tout proche d'Épiphane. Le monastère, que maintenant vous connaissez un petit peu, puisque je vous ai raconté l'histoire de ce monastère précédemment, ce monastère d'Apa-Foibamon, du grand Foibamon. Alors il n'est peut-être pas inutile de s'arrêter justement sur ce parallèle. Ce texte, que je daterai là encore de la première moitié du 7e, plutôt que du 6e, comme l'a proposé l'éditrice, est de contenu lui aussi homérique. Les deux premières lignes sont une paraphrase en grec prosaïque du second hémistiche du vers 61 du chant 3 de l'Iliade. Les deux dernières lignes donnent le second hémistiche du vers 171 ou 228 du même chant 3 de l'Iliade. Or, que constate-t-on? Que chacune des deux parties est écrite dans un style différent. Les lignes 1-2 sont dans une capitale inclinée qui se rattache au style qu'on appelle la majuscule ogivale penchée, la majuscule ogivale penchée, et les lignes 3-4 sont, elles, dans une cursive qui est, là encore, de même type que celle des deux premiers ostracas homériques d'Épiphane que je vous ai montrés. Alors, quelle était la fonction de l'exercice que livre cet ostracone? Comme l'écrit Raphaël Écribioré, il est peut-être lié à la pratique des questions-réponses qui avaient cours dans l'école antique. Le professeur a pu demander à l'élève de donner une paraphrase claire du vers 61 afin de montrer qu'il l'avait bien compris et de lui demander ensuite d'écrire par cœur la fin du vers 171 ou 228. Ça, c'est ce que dit Écribioré. Mais alors, comment expliquer la différence d'écriture? Aurait-on affaire à deux élèves? Eh bien, Raphaël Écribioré propose finalement de voir la même personne derrière ces deux écritures. Cet exercice ne serait donc pas, selon elle, un exercice réalisé pendant un cours dispensé par un grammaticos, un grammairien, mais un exercice de calligraphie, dans le cadre d'un enseignement de copiste. On aboutit ainsi à la même conclusion que pour les 4 ostracas d'Épiphane. C'est une conclusion tout à fait vraisemblable, mais n'est-elle pas trop simple? Ou ne gomme-t-elle pas des éléments qui rendent la situation plus complexe? Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, je constate tout d'abord un étonnant croisement entre forme et fond. La partie en prose est écrite en écriture calligraphique, en écriture littéraire, celle-là même qu'on aurait utilisée pour copier Homère. Tandis que la partie en vers est écrite dans un style d'écriture documentaire. Si dans le cas des ostracas d'Épiphane, on avait conclu un exercice d'écriture documentaire utilisant un texte connu de tous, qui se trouve être un vers d'Homère, on est, avec cet ostracone-là, dans une configuration différente, puisqu'on semble avoir intentionnellement opposé la forme au fond, en écrivant chacune des deux parties dans le style le plus inattendu eu égard à la nature du texte. Serait-ce, de la part du scripteur, une façon de faire la démonstration de sa virtuosité calligraphique en intervertissant délibérément les styles et en montrant qu'il est capable d'en jouer même à contre-emploi? Cette interversion n'est en tout cas pas contingente et témoigne d'une conscience aiguë du fait graphique et d'une bonne connaissance des styles d'écriture. Mais si l'exercice était purement calligraphique ou graphique, on peut se demander pourquoi avoir choisi à côté d'un vers d'Homère une paraphrase d'un autre vers, tous deux empruntés au même chant, qui était d'ailleurs un des chants les plus appréciés. Par ailleurs, il se trouve que les deux vers sont en miroir. L'un parle d'un homme, l'autre de femme. Et les mots se trouvent en chiasme, en fin de ligne. Par ailleurs, le fait de n'avoir sélectionné que des seconds hémistiches montre, ou semble montrer, qu'on s'est intéressé à la métrique de l'hexamètre homérique et à la position des césures qui forment les hémistiches. En bref, ces indices
donnent à penser que l'exercice pratique dans cet ostracon n'est pas simplement de démontrer l'expertise et la sophistication d'un copiste travaillant sur l'ensemble des styles d'écriture, et là c'est une citation d'Anastasia Maravella, mais aussi d'entrer plus à fond dans le texte d'Homère en s'intéressant à l'histoire qu'il raconte et à sa forme métrique. Autrement dit, typiquement, ce qui constituait l'enseignement d'un grammatikos. Nous nous retrouvons donc là, confrontés à des indices contradictoires qui orientent vers deux solutions très différentes. Entraînement de copistes d'un côté, exercice d'élèves sous la férule d'un grammatikos de l'autre. Alors comment trancher? Mais faut-il vraiment trancher? Je crois que nous devons nous départir de nos catégorisations en vertu desquelles enseignement secondaire et enseignement de type professionnel sont à la fois deux activités différentes et situées à des moments divers de la vie d'un individu. J'essaierai de vous montrer l'an prochain qu'il peut en aller tout autrement. En attendant, je vous propose de sortir d'une conception trop rigide, une conception trop normative de la notion d'enseignement qui perturbe et biaise l'analyse que nous sommes amenés à faire de la documentation et d'envisager que dans la cellule B, eh bien, on a pu enseigner ou pratiquer, dispenser un enseignement qui combine la formation de type secondaire à une formation que nous dirions aujourd'hui professionnalisante. J'ai attiré votre attention l'an dernier sur la polyvalence des exercices scolaires qui pouvaient s'adapter à différents degrés ou à plusieurs finalités très diverses. On pourrait en avoir ici un bel exemple avec Homère qui sert à la fois à un enseignement de lettres et à la formation d'un scribe. Nous avons également vu l'an dernier combien les degrés de l'enseignement pouvaient se mêler, notamment, vous vous souvenez, avec les dialogues des Herméneumata. Eh bien, ce pouvait être aussi le cas ici, d'autant que nous sommes dans le contexte particulier d'une lore dont on n'attend pas qu'elle procure une offre pédagogique complète et diversifiée à l'instar de ce qui pouvait être offert dans les écoles séculières des cités. Le désir de dispenser un enseignement le plus possible tourné vers la pratique est susceptible d'expliquer qu'on ait fusionné l'étude des lettres et l'apprentissage des styles d'écriture permettant de rédiger des documents, notamment des lettres, d'où justement le brouillon de la lettre de l'Ostracon 611, et de copier des manuscrits, tâche dans laquelle se spécialisent les monastères à cette époque. En attendant de développer plus en détail l'an prochain les modalités et les raisons de cette intégration ou cette combinaison des formations de nature très diverses, eh bien, je vous propose de nous arrêter à cette conclusion. Ce que l'on doit aussi retenir de cet ensemble, c'est la place de la littérature, et je terminerai là-dessus, c'est la place de la littérature classique, en l'occurrence Homère, qui n'est pas totalement évincée, mais qui, quel que soit le type de formation dont il est question, continue à jouer un rôle. Et la dernière pièce de la cellule B que j'aimerais vous présenter, que je vous présenterai la semaine prochaine, viendra confirmer cette conclusion. Je vous remercie.